Lorsqu'ils sont au milieu de leur vie, vers 40-50 ans, Je vais jamais y arriver. les hommes font face à ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. C'est l'heure de la remise en question. Succès, échec, carrière professionnelle et vie de famille, tout y passe. Bonne nuit. Maintenir le cap ou saisir la toute dernière occasion de prendre un nouveau départ. S'offrir une vraie voiture. Vivre de nouvelles aventures. Refaire sa vie avec une jeune femme. Vous avez dit cliché? Un groupe de chercheurs spécialistes du vieillissement s'est penché sur la question. Pour en savoir plus sur ce phénomène plutôt masculin, nous avons rencontré des hommes qui ont trouvé un moyen très singulier de faire face à leurs interrogations. Alors, la crise de la quarantaine, mythe ou réalité? Notre enquête commence dans une ferme perdue de la campagne allemande. Voici Jack Silver. Sa mission est d'aider ces hommes à surmonter leur crise à travers une approche chamanique, c'est-à-dire en recourant à des rituels indiens ancestraux. Se purifier en profondeur, à tous les niveaux. Pour moi, la crise de la quarantaine s'apparente à une seconde puberté. C'est une période de transformation plus ou moins identique, une étape transitoire. Tout comme la puberté, la crise de la quarantaine représente le passage d'un âge à un autre, du moins chez les hommes. Quelque chose se passe, mais on ne sait pas très bien quoi. On se sent bizarre, on a l'impression de ne plus être à sa place et on se demande « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que je veux vraiment continuer comme avant ?» Les hommes restent une bonne heure dans la tente pour y transpirer jusqu'aux premières lueurs du jour. Des pierres, des infusions, des herbes brûlantes, un rituel de purification éprouvant. Ces hommes, s'ils entreprennent quelque chose de très inhabituel, arrivent également à parler et à se parler, très ouvertement et en toute franchise. Celui qui prend le bâton de parole exprime ses impressions. Les autres l'écoutent. Ces rituels et cérémonies m'ont fait comprendre que certaines choses me préoccupent et parfois m'obsèdent. Quelle direction est-ce que je souhaite donner à ma vie? Est-ce que je veux vraiment continuer à jouer le rôle qui m'a été attribué plutôt que d'être l'acteur de ma vie? Comment est-ce que je conçois la seconde moitié de mon existence? Bien, nous allons faire une nouvelle fois circuler le bâton de parole. Et nous allons discuter de ce qui vous vient à l'esprit, ou de votre expérience personnelle par rapport au thème de la crise de milieu de vie, ou pour être plus précis, de la seconde puberté. Comment dire? À un moment, j'ai tout remis en question. Ma vie, mon parcours.
Je ne savais plus ce qui était essentiel et ce qui était superflu. Je me sentais perdu, un peu comme un oiseau auquel on aurait coupé les ailes. J'avais l'impression de faire encore partie des jeunes, d'être jeune tout simplement, parce que je me comportais comme eux. Un jour, je suis allé voir un concert de Cool Savage avec un ami. Et je pense qu'à nous deux, on a relevé l'âge moyen du public de 20 ans. Et là, pour la première fois, j'ai compris que ces jeunes-là ne me voyaient plus comme l'un des leurs, mais carrément comme un vieux. Et je me suis dit, mais je ne me sens pas du tout vieux. Au milieu de la vie, plein de choses changent. Alors on s'interroge, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on veut changer? Et à l'heure du bilan, comment faire pour ne pas avoir de regrets ni de remords? Comment rectifier le tir? La crise de milieu de vie n'épargne personne. Mais attention, ce n'est pas une maladie. C'est tout le contraire. Il s'agit d'une étape importante de la vie, comme toutes les phases transitoires. Traverser cette crise, c'est passer d'un âge à un autre, avec tout ce que ça comporte comme bouleversement. Tout change. La perception des choses, les certitudes que l'on a par rapport à soi-même et par rapport au monde. Et là, il est essentiel de ne pas se voiler la face. Tout le monde ne trouve pas de réponse dans les tambours et les rituels chamaniques. Alors place à une approche plus concrète, plus scientifique. À ce propos, nous retrouverons bientôt Michael. Mais d'abord, prenons un peu de recul afin de passer à la loupe cette fameuse crise de la quarantaine. Pour commencer, il nous faut un sujet d'étude. Nous avons pris le cas d'un homme qui cumule tous les clichés associés à la crise de la quarantaine. C'est dans ce havre de paix que Max habite. Le voici justement qui arrive. Max conduit une voiture de moyenne gamme. Max est au milieu de la quarantaine. Il occupe un poste à responsabilité moyenne dans une entreprise de taille moyenne. Sa carrière connaît un succès moyen. Voici sa femme. Max et elle sont ensemble depuis 20 ans. Ils ont 2 enfants en pleine puberté. Salut. La vie de Max est donc tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Coucou, je suis là. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas encore mis la table? Tu sais bien que c'est à toi de le faire. Oh, t'es lourd! Je vais au cinéma avec Sandra, tu te rappelles, hein? Ciao! Est-ce que maman a fait les devoirs avec toi? Je vois que rien n'est rempli. Non, j'ai rien fait. T'as qu'à le faire toi-même. Nous allons donc nous pencher sur le cas de Max, exemple parfait de l'homme pris dans la tourmente de la crise de la quarantaine et prêt à vivre des aventures palpitantes. Mais avant, faisons appel à l'expertise de quelques scientifiques. Heidelberg en Allemagne. Ici, au Centre de recherche sur le vieillissement, plusieurs dizaines de scientifiques étudient les effets de l'âge. Andreas Kruse est l'un d'entre eux. Pour ce chercheur de renom, le milieu de la vie est une période très particulière. À la moitié de sa vie, l'être humain peut être assailli d'obligations et de demandes. Il doit s'investir pleinement au travail, accepter de voir ses enfants voler de leurs propres ailes tout en les soutenant financièrement, apporter une assistance à ses parents lorsque ceux-ci deviennent dépendants ou tombent malades. Or, c'est précisément la somme de ces contraintes psychologiques vécues simultanément qui peut favoriser le déclenchement de conflits intérieurs.
Le milieu de vie est donc une période très sensible, mais pas seulement à cause de ces facteurs extérieurs et du stress qu'ils peuvent engendrer. Stefan Herzig étudie la biologie du vieillissement. Ses recherches montrent que le corps aussi est marqué par de profonds bouleversements pendant cette période. Nous savons aujourd'hui que d'un point de vue médical, biologique, le corps change au cours de cette tranche d'âge. Ces transformations concernent le taux d'hormones, les fonctions de plusieurs organes, lesquels conditionneront notre état de santé lors de la vieillesse. Dans cette perspective, on peut dire que le développement des maladies liées à l'âge se prépare d'une certaine manière déjà à ce moment-là. Ces facteurs extérieurs et intérieurs entraînent des transformations psychiques et un besoin de clarifier des questions fondamentales, ce que nous explique le psychologue Hans Werner Wall. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Qu'est-ce que je devrais entreprendre aujourd'hui et pas dans 20 ans? Ce genre de questions, c'est à cet âge qu'on se les pose, et d'une manière bien précise. Et donc, ça ne me surprend pas que bien des personnes aient le sentiment de traverser une crise, de faire face à quelque chose de nouveau dans leur vie. De mon point de vue, ça explique un peu pourquoi on parle de crise de milieu de vie. Comment se manifeste la crise de milieu de vie? Chez Max, comme chez beaucoup d'autres, le passé remonte soudain à la surface. Tiens, cette chanson. Mon Dieu, elle a presque 30 ans. À l'époque, Max avait encore tous ses cheveux. Et des projets plein la tête. Il était prêt à conquérir le monde. Si seulement il avait osé vivre ses rêves. Mais la vie est passée par là. L'école, les études, et puis la routine. Les enfants avant même qu'on s'en aperçoive. Les responsabilités. Toutes ces responsabilités, Max n'en voit pas le bout. Ce qu'il veut, là, c'est vivre à fond. Cette voiture de rêve est au-dessus de ses moyens, mais qu'importe, on ne vit qu'une fois. Max ne veut plus de cette vie bien rangée. Il commence à s'entraîner pour le marathon. Et là, il fait la connaissance d'une jeune femme vraiment charmante. Quelle vue magnifique, hein? Oui, c'est vrai. Tu viens souvent? Oui. Je crois que je t'ai déjà vu. Tu es déjà venu? Ouais. Je crois que t'es la seule qui fait des étirements ici. Les autres ne montent pas aussi haut. Alors Max se dit, à moi une seconde jeunesse. Et pourtant, Max arrive à l'automne de sa vie. Comme bien des hommes de son âge, il ne veut pas accepter cette réalité. Pourquoi ce déni? La crise de milieu de vie a-t-elle une cause physique? Stefan Herzig est biologiste moléculaire au Centre de recherche sur le cancer de Heidelberg. Il cherche à mieux cerner les effets du vieillissement sur nos cellules. Quel est le rôle du code génétique lors de ce processus? Et celui de la multitude de substances qui agissent sur notre organisme tout au long de la vie. Ces résultats révèlent que l'horloge biologique n'avance pas à la même vitesse pour tous.
Le vieillissement relève d'un processus très personnel, qui dépend d'une combinaison de deux facteurs. Le patrimoine génétique que l'on hérite de ses parents, d'une part, et le comportement que l'on adopte tout au long de sa vie, d'autre part. Ainsi, la personne qui fait régulièrement du sport aura plus de chances d'être en forme et d'afficher un âge biologique inférieur à son âge calendaire qu'une autre qui passe ses journées vautrée sur un canapé en grignotant des chips. Ça peut sembler évident, mais nous savons aujourd'hui qu'il existe aussi des activités moléculaires très spécifiques qui dirigent la communication entre certains organes et, à l'arrivée, déterminent l'âge biologique du corps. Max bébé. S'il ne peut rien changer à son héritage génétique, il est en revanche responsable de la manière dont il vit, de ce qu'il exige de son organisme. En jetant un coup d'œil à l'intérieur de son corps, on découvre que tout a une influence sur la santé. Or, les organes vieillissent très différemment. Les poumons perdent de leur élasticité et finissent par inspirer moins d'oxygène. Les vaisseaux sanguins s'entartrent. La tension artérielle augmente. Le cœur perd de sa force et de son endurance. Même la colonne vertébrale, et donc tout l'appareil locomoteur, doit faire face à ces contraintes. La musculature s'affaiblit avec l'âge. Les articulations s'usent, les os deviennent fragiles et cassants. Mais le vieillissement d'un organe dépend de la façon dont nous menons notre vie. Alors, de tels changements expliquent-ils l'apparition de la crise de milieu de vie ? Pour découvrir en détail ce qui se passe à l'intérieur du corps de l'homme de 40 ans, rendons-nous à Hambourg. Christoph Bamberger y dirige le centre médical de prévention. Il est médecin, spécialiste des hormones et l'un des plus grands chercheurs dans le domaine de la vieillesse. Nous retrouvons Michael. Pour comprendre si la crise qu'il traverse est due à des causes physiques, Michael va entreprendre un bilan médical complet. Bonjour, je suis le docteur Bamberger. Bienvenue au centre médical de prévention de Hambourg. Aujourd'hui, vous allez faire un bilan de santé complet. Le but est de déceler toute maladie éventuelle à un stade précoce, voire même de l'écarter en amont. Nous déterminerons également votre âge biologique, c'est-à-dire non pas votre âge calendaire, mais l'âge réel de votre corps. Pour cela, nous effectuerons une batterie complète de tests, puis, dans un second temps, nous examinerons les résultats. Je suis curieux d'en savoir plus, par exemple en ce qui concerne mes yeux. Du côté de ma mère, le cancer a touché de nombreuses personnes. Et là aussi, je voudrais savoir où j'en suis, s'il y a quelque chose à déceler. En fait, j'aimerais en savoir un peu plus sur mon état de santé parce que, personnellement, je me sens loin d'être vieux. Ça aussi, vous pouvez l'enlever. Je vous en prie, allongez-vous confortablement. Le bilan commence par un examen tout ce qu'il y a de plus classique. Passons au cœur. À première vue, Michael se porte bien pour ses 47 ans. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ces dernières années, nous avons découvert que les différents organes et cellules ne vieillissent pas de la même façon. Chez certains, le cœur et les artères coronaires vieillissent très vite, tandis que la peau reste parfaite. Une personne jeune d'apparence pourra ainsi avoir un infarctus du myocarde à la grande surprise de ses proches. La conclusion de tout ça, c'est que nous avons l'âge de notre organe le plus âgé. Et donc, si on veut vraiment connaître son état de santé, il est essentiel de faire un check-up complet, car l'aspect extérieur peut induire en erreur, dans un sens comme dans l'autre. La raison de ce phénomène étonnant se trouve dans la nature même du vieillissement. Tous les organismes ont dû apprendre à s'adapter au cours de l'évolution pour assurer la survie des espèces. Or, la croissance et la mort sont intimement liées. Chaque organisme doit fonctionner le temps de son utilité et pas au-delà,
car il doit ensuite disparaître afin de céder sa place à un nouvel organisme. Avec les humains, c'est la même chose. Notre espérance de vie est limitée dans le temps, et cela est inscrit dans notre programme génétique. Nous pouvons dire sans hésiter que le vieillissement commence dès le premier jour de la vie. C'est un processus continu qui va de la naissance à la mort. Mais contrairement aux machines où une pièce peut tomber en panne, le corps humain dispose de moyens de réparer ou d'échanger ce qui ne fonctionne pas bien. Il bénéficie d'une formidable capacité d'adaptation. Nous savons par exemple que certains mécanismes permettent aux cellules de réparer les génomes héréditaires défectueux. Ils empêchent ainsi les cellules normales de se transformer en cellules cancéreuses. Mais ces mécanismes fonctionnent uniquement jusqu'à un certain point et dans un certain délai. Nous sommes programmés pour vivre 30-35 ans. Ça, c'est notre équipement génétique. La nature en a décidé ainsi au cours de la préhistoire, période où notre patrimoine génétique a été déterminé. Nous devons donc nous développer jusqu'à la maturité sexuelle, élever nos enfants, les accompagner jusqu'à leur propre maturité sexuelle, puis tirer notre révérence. Et c'est pour cette raison que les mécanismes de réparation de chaque cellule fonctionnent parfaitement jusqu'à 30-35 ans, mais pas au-delà. L'une des causes de la crise de milieu de vie serait-elle à chercher dans l'âge de pierre? À cette époque lointaine, les hommes devaient mettre leurs descendants à l'abri d'une multitude de dangers, jusqu'à ce que ceux-ci deviennent des adultes à leur tour. Ces derniers devaient aussi apprendre à développer certaines aptitudes, à chasser par exemple. Le corps de l'homme préhistorique devait fonctionner parfaitement pendant tout ce temps. Cet héritage de l'âge de pierre est aujourd'hui encore inscrit dans notre corps. Nos cellules sont en permanence attaquées, que ce soit à travers les rayons UV ou toutes sortes de substances que nous respirons, mangeons ou buvons. Ces agressions peuvent abîmer le génome d'une cellule, qui doit alors être réparée. De telles lésions génomiques sont loin d'être occasionnelles. Chaque jour, elles surviennent des milliers de fois dans chaque cellule, ce qui exige un énorme effort de réparation. Mais à partir de 30-35 ans, les incroyables facultés de réparation du corps déclinent. La voie est ouverte au cumul des lésions génomiques. Les cellules normales peuvent alors se transformer en cellules cancéreuses. Toutefois, plusieurs années s'écoulent avant qu'une tumeur cancéreuse commence à occasionner de vrais problèmes pour la santé. À l'âge de pierre, toutes ces considérations n'avaient que peu d'importance, puisque la plupart des hommes mouraient avant de développer un cancer. Aujourd'hui, Michael doit composer avec cet héritage, qui fait que les mécanismes de réparation dans son corps ne sont plus aussi performants qu'il y a quelques années. Je vois que ça vous plaît. Oui. Encore un peu à cette vitesse. Mais nous allons ensuite aller plus vite afin d'atteindre le maximum possible. Ça nous permettra d'évaluer l'irrigation sanguine du myocarde lorsque l'organisme est sous pression. Il faut que l'effort soit au maximum, autrement ça n'a pas de sens. Donc nous n'allons pas vous ménager, même si vous n'êtes pas un cycliste confirmé. À la moitié de notre vie, il devient de plus en plus difficile de faire abstraction des contraintes physiques liées à notre héritage préhistorique. Les capacités de régénération de notre corps sont sur la pente descendante. Si nous l'éprouvons tous à un moment ou à un autre, bien des hommes continuent de faire comme si de rien n'était, alors qu'ils devraient ménager leur corps. La plupart des gens ne se préoccupent pas trop de leur corps, de leur santé, jusqu'à 40-45 ans. Et tout ça parce que leur corps a pris soin de lui-même tout seul, parce qu'il a encaissé toutes les contraintes physiques, toutes les nuits blanches, etc. Mais à un moment, le corps commence à ressentir les effets de l'âge, et soi-même, on finit par le sentir aussi. Dans la pratique, les mêmes comportements n'ont évidemment pas les mêmes effets à 25 ans qu'à 45 ans, et a fortiori qu'à 55 ans. C'est à cette période de la vie qu'il faut se demander si on se préoccupe suffisamment de sa santé ou pas. Chacun fait comme il l'entend, mais il n'en demeure pas moins que les choses ne sont plus comme avant.
Et chacun doit comprendre que cela n'a pas du tout les mêmes implications de se dire à 25 ans ou à 45 ans, je fume, je ne fais pas de sport, je mange ce qui me plaît. Car à 45 ans, le corps réagit très différemment. Respirez profondément par le ventre. Ici, c'est le foie. Il a l'air en bonne santé. Au milieu de la vie, la santé n'est plus à prendre à la légère. Un état de fait que Michael avait tendance à ignorer. Ses organes sont analysés les uns après les autres. Pour l'heure, tout semble en ordre. Aucune cause physique ne vient expliquer la crise qu'il traverse actuellement. Et si l'une des causes du malaise de Michael était à chercher dans son sang, ou plus précisément dans son taux d'hormones? La question prend tout son sens lorsque l'on sait que les hormones présentes dans le sang sont responsables des grands changements physiques. Ça, Max s'en souvient très bien d'ailleurs. À 13-14 ans, sa vie a brusquement changé avec la montée en flèche de son niveau de testostérone, cette substance magique qui, chez les garçons, déclenche la puberté. Chez les filles, ce sont les estrogènes, l'hormone sexuelle féminine. Cette période entraîne de profonds bouleversements physiques. C'est l'âge où les garçons deviennent des hommes et les filles des femmes, comme le constate Max avec un grand intérêt. Pendant plusieurs décennies, les hormones sexuelles influencent grandement notre vie, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle phase de transformation hormonale, radicale elle aussi, vers 55 ans, mais chez les femmes uniquement. Chez l'homme, la baisse de testostérone est à peine perceptible. Les femmes, en revanche, sont confrontées à une véritable chute hormonale. C'est le début de la ménopause. Chez la femme, les fluctuations hormonales sont plus fortes tout au long de la vie, comme par exemple lors des règles. L'arrivée de la ménopause entraîne une baisse massive de la production d'hormones. L'homme, lui, ne connaît pas ce type de situation. La production de testostérone, l'hormone masculine, décline graduellement à partir de 30 ans à un rythme d'1% par an. Il n'y a jamais de chute brutale d'hormones, mais parfois, en dessous d'un certain seuil, on perçoit une transformation. En ce sens, l'andropause est plutôt une notion abstraite. D'ailleurs, tous les hommes ne sont pas concernés par ce phénomène. Bref, si les femmes expérimentent un bouleversement hormonal massif en quelques mois, les hommes, eux, font face à une érosion hormonale progressive à peine perceptible. Il existe donc une grande différence entre les hommes et les femmes à ce niveau. Monsieur Van Lint, vous pouvez retirer vos vêtements. Je vais maintenant examiner votre peau. Les hormones sexuelles ne semblent pas avoir d'influence déterminante sur le vieillissement auquel nous sommes tous confrontés, fluctuations hormonales ou pas. Il faut donc réfléchir à 2 fois avant de prendre des hormones comme élixir de jeunesse. L'idée qu'il suffirait d'avaler telle ou telle hormone pour rester jeune, se sentir mieux, vivre plus longtemps, est fausse. Les hormones n'allongent pas la durée de la vie. Ça, il faut bien en être conscient. Elles ne ralentissent pas le processus de vieillissement en tant que tel. Elles peuvent tout au plus contribuer à améliorer la santé. Et la prise d'hormones n'est pas sans danger. Elle peut entraîner une forte réaction chez certaines personnes. Et si elle ne provoque pas l'apparition de maladies graves comme le cancer du sein ou le cancer de la prostate, elle peut en accélérer le développement. Les examens de Michael visent également à déterminer s'il a un cancer. Je pose ceci sur vos jambes. Rapprochez un peu la pointe des pieds, s'il vous plaît. Un examen par IRM consiste à appliquer des champs magnétiques puissants dépourvus de rayons X dangereux. C'est à l'âge adulte moyen que se fait le dépistage précoce du cancer. En effet, c'est à cette période que la plupart des cancers font leur apparition du fait d'une diminution des mécanismes de réparation du corps.
Michael est minutieusement examiné. Nous saurons bientôt dans quelle mesure il a vieilli et si son corps est bien celui d'un homme de 47 ans ou d'un homme plus âgé. Voilà, Monsieur Wendland, c'est la fin d'une longue journée. Vous avez été examiné de la tête aux pieds, probablement comme jamais auparavant. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons décelé aucune maladie. C'est une excellente nouvelle. Toutes les valeurs sont normales. Ces résultats nous ont permis de déterminer votre âge biologique. Pour ce faire, nous avons combiné toutes sortes de données. Nous avons pris en compte votre style de vie, du moins comme vous nous l'avez décrit dans le questionnaire, votre héritage génétique, et là, il y a un risque lié au décès relativement précoce de votre père. Votre mère se porte très bien, mais votre père est mort à 55 ans, ce qui est un facteur négatif, tout comme le fait que vous fumiez d'ailleurs. Au bout du compte, nous obtenons un âge biologique de 45 ans, soit 2 ans de moins que votre âge calendaire. Magnifique. Comme le montrent les examens, rien dans l'organisme de Michael ne peut expliquer la crise de la quarantaine. Pour Stefan Herzig et les scientifiques du Centre de recherche allemand sur le cancer, cela n'a rien de surprenant. Même les biologistes moléculaires n'ont jusqu'ici identifié aucun interrupteur qui, une fois enclenché, provoquerait cette crise. Il faut partir du principe que le vieillissement est un processus continu qui commence à la naissance et se termine à la mort. Il est donc impossible de mettre en avant une phase précise au cours de laquelle le corps subirait des changements qui expliqueraient le déclenchement de la crise de la quarantaine. Du point de vue physique, la crise de milieu de vie n'existe pas. Il y a des modifications hormonales qui apparaissent au fil du temps. Celles-ci sont plus visibles entre 45 et 55 ans. Mais attention, pas chez tous les hommes. Le temps ne passe jamais sans laisser de traces. Il entraîne des transformations dans le corps, mais aucune cause physique ne permet d'expliquer une crise de la quarantaine. Et qu'en est-il côté psychique ? Que se passe-t-il dans la tête d'un homme lorsqu'il traverse la crise de la quarantaine ? Max, lui, a une idée bien précise de tout ça. Ce qu'il veut, c'est vivre ses rêves. Et là, il faut reconnaître que son épouse ne joue pas un grand rôle. Max se voit plutôt avec une femme bien plus jeune. Un tel comportement est-il fréquent chez les hommes de cet âge ? Zurich, en Suisse. Passer au crible la manière dont les gens mènent leur vie, leurs objectifs et la façon dont ils organisent leur vie en fonction de ces objectifs, c'est ce qu'Alexandra Freund, psychologue à l'université, appelle le life management, la gestion de la vie. Ces dernières années, elle a mené des recherches sur le phénomène de la crise de la quarantaine à travers de nombreux questionnaires et des expériences pratiques avec des personnes âgées. On va continuer, Monsieur Baumann. Pour les participants, l'une des tâches consistait à réfléchir à la thématique du vieillissement, puis à observer des images d'hommes d'âge différents. Les mouvements oculaires des participants ont ensuite été analysés. Leur regard ne se porte pas spontanément vers les hommes plus jeunes ou du même âge, mais toujours vers les hommes d'âge moyen, car ils ont une représentation positive de l'âge du milieu de la vie. Les résultats de l'expérience ne coïncident pas avec l'image que l'on se fait de la crise de milieu de vie.
Nous avons découvert que l'âge adulte moyen est une phase de la vie très appréciée des personnes plus âgées. Ces personnes qui ont vécu tous les âges de la vie aimeraient bien revenir à la moitié de leur vie. Pas à l'âge de 20 ans ou 30 ans, mais à celui de 45, 50, voire 55 ans. Cette période n'est donc pas perçue comme une période négative de crise, au cours de laquelle on s'interroge sur son rapport vis-à-vis de soi-même, du monde, de ses succès ou de ses échecs, mais plutôt comme un moment où on est en phase avec le monde, où on se sent bien, et au final qu'on aimerait bien revivre. Le milieu de la vie n'est donc pas qu'une période de crise. Il offre de nombreuses opportunités. Tout le monde n'y entreprendra pas quelque chose de nouveau, un sport d'aventure par exemple. Mais la nouvelle liberté que procure cette tranche d'âge est souvent vécue de manière positive. Les recherches de Hans Werner Wall mettent à mal l'idée très répandue de l'existence d'une crise. Vous faites partie de notre groupe de personnes âgées. Environ 500 habitants de la région de Heidelberg participent régulièrement à nos enquêtes. Aujourd'hui, l'idée était de vous interroger sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de 194 questions sur votre propre vieillissement. Et maintenant, à vous de jouer. Le chercheur étudie depuis des années la manière dont les gens ressentent leur propre vieillissement. En suivant le même groupe de personnes sur la durée, il peut déterminer l'impact du vieillissement tout au long de la vie. Il en ressort qu'un nombre élevé de personnes n'est pas confronté à la crise de la quarantaine. Monsieur Wirth, je voulais vous poser une question. On parle parfois de crise de milieu de vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? J'ai fait un bilan de ma vie, comme d'autres à mon âge probablement. J'ai fait le point sur ce que j'ai vécu, sur ce qu'il me reste à vivre. J'ai passé ma vie au banc d'essai, en quelque sorte. C'est sûr, il y a des choses que je n'ai pas accomplies, ou pas comme je l'aurais voulu. Mais en même temps, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Vouloir à tout prix réparer les erreurs du passé, ça ne sert à rien. Il vaut mieux se concentrer sur l'avenir. Finalement, je me suis dit, bon, après tout, je n'ai pas fait trop d'erreurs. Le tout maintenant, c'est d'essayer de rectifier le tir, de faire un peu mieux ou différemment. Ce sera une source de satisfaction supplémentaire. Je vais me concentrer sur mon avenir, sur ce que je pourrais encore réaliser et plus tellement sur le chemin parcouru. Penser de cette manière soulève un ensemble de questions qu'on ne se pose qu'à cette période de la vie. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai déjà atteint? Et qu'est-ce que je peux encore obtenir? Mais aussi, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait dans ma vie? Qu'est-ce que je devrais changer? Et qu'est-ce que je ferais mieux d'accepter? Le processus d'acceptation est essentiel. Nous nous distinguons beaucoup les uns des autres à ce niveau. Certaines personnes s'accommodent très bien de situations difficiles, sans trop se poser de questions. Elles se disent « ça fait partie de ma vie et je ne veux plus le changer, donc je continue ainsi ». D'autres les refusent et essaient de tout faire pour modifier les choses. Le milieu de la vie est donc une sorte de croisée des chemins. Les décisions que nous prenons ont une influence fondamentale sur le reste de notre existence. Mais bien souvent, nous n'en mesurons pas toute la portée. C'est du moins ce qu'affirme Andreas Kruse. Ce psychologue et chercheur conseille le gouvernement allemand, ainsi que des grandes entreprises comme la Deutsche Bahn sur les questions liées à l'âge. Son expérience montre que la plupart des gens sous-estiment l'importance des décisions qu'ils prennent à la moitié de leur vie. Ils préfèrent en effet ne pas penser à leur vieillissement. Préparer sa vieillesse, ça s'organise en amont. On doit s'interroger sur la manière dont on veut mener sa vie, et notamment sa vie de couple, ou sur la façon dont on voudra occuper ses journées une fois à la retraite. Il vaut mieux réfléchir à tout ça bien avant, peut-être même 10 ans avant d'arriver à cet âge. S'interroger sur la manière dont on envisage de vivre sa vieillesse est un aspect essentiel. Pour Max, c'est clair, ce sera une voiture flambant neuve. Et la jeune femme qui va avec. Max veut vivre un second printemps. L'automne de la vie, pas question.
Comme bien d'autres hommes en proie à la prétendue crise de milieu de vie, Max cherche son salut dans une nouvelle relation. Les hommes ont parfois tendance à se réfugier dans un monde imaginaire. Ils se disent alors, je vais quitter ma femme pour une autre plus jeune. Ça me stimulera, ça me confortera dans ma puissance, dans ma vision de moi-même. C'est un vrai problème. C'est un problème car à un moment, ces hommes prennent la mesure du fossé qui existe entre leur désir et la réalité et se rendent compte qu'ils ne pourront pas concilier des besoins finalement très éloignés. De leur côté, les jeunes femmes comprennent que ce genre de situation n'entre pas en adéquation avec leurs propres aspirations. La nouvelle conquête de Max n'est pas un cordon bleu? Mais qu'importe, les hommes comme lui ne cherchent pas une gentille maman qui leur mitonne de bons petits plats. Salut. Ton prince charmant est là. Je peux monter? Mais bien sûr, viens. Pourquoi tant d'hommes frappés par la crise de la quarantaine sont-ils séduits par l'idée de rencontrer une femme bien plus jeune qu'eux? Les hommes devraient bien réfléchir à la manière dont ils appréhendent leur vie de couple, l'histoire de leur couple. C'est important, car en général, ils sont ensemble depuis de longues années. Ils devraient réfléchir à la manière dont ils appréhendent les thématiques de la sexualité, de l'érotisme, mais aussi, et cet aspect est essentiel, de leur propre vieillissement. Car il n'est pas rare que les hommes qui jettent leur dévolu sur des femmes bien plus jeunes soient ceux qui redoutent le plus de vieillir. Il est parfois très difficile d'admettre et d'accepter que l'on avance dans l'âge, que l'on sera vieux un jour. Du coup, on essaie de se mettre avec quelqu'un de bien plus jeune afin de refouler son propre vieillissement. Vieillir n'est pas sexy. Notre société véhicule une image très négative de la vieillesse, souvent à tort. Madame Burkhardt, je suis ravi de vous voir. Bonjour. Hans-Werner Wahl examine régulièrement les conditions de vie de personnes très âgées. Madame Burkhardt a 97 ans. Ça, c'est la cuisine. Très bien. Je prends le petit déjeuner ici. Vous devez être bien assise sur cette chaise. Là, vous avez un téléphone à grande touche. C'est pratique. Maria, ma nièce, le docteur Schmidt. Ces touches permettent de composer directement certains numéros. Oui, ce sont de grandes touches. Avec mes doigts, ça va encore. De grandes touches, pas de tapis, beaucoup moins de risques de chute. Vous n'occupez plus qu'un seul étage et vous n'hésitez pas à faire appel à l'aide dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Oui, et là dehors, c'est ma chambre d'été. Pendant les beaux jours, je suis toujours dehors et je tricote. Vous tricotez dehors et vous avez une belle vue. D'un point de vue scientifique, j'ai l'impression qu'il existe chez vous une très bonne adéquation entre vous-même et votre environnement. Oui, je suis satisfaite. Je ne me plains jamais. Si Madame Burkhardt vit ses 97 ans de manière indépendante, c'est en grande partie parce qu'elle a commencé à s'intéresser à de nouvelles choses au milieu de sa vie. Et son appartement est adapté à ses besoins. À l'âge de la retraite, elle est retournée sur les bancs de l'université.
Elle a aussi régulièrement voyagé. Aujourd'hui, ses capacités sont évidemment plus limitées, mais elle ne le vit pas de manière négative. Et là, vous aviez 23 ans donc. Votre première photo a été prise à 23 ans? C'était à Munich. C'était à Munich. Vous avez vécu une belle vie, une vie bien remplie. Maintenant, avec l'âge, vous avez quelques petits soucis pour entendre, pour voir, pour vous déplacer. Si vous deviez dresser un bilan de votre vie, vous diriez que vous êtes globalement satisfaite? Parfois, je regrette de ne pas pouvoir lire plus longtemps ou d'entendre si mal. J'éprouve des difficultés à téléphoner malgré ce poste spécial. Mais l'un dans l'autre, je sais qu'à mon âge avancé, je peux m'estimer satisfaite. Les autres personnes de mon âge ont souvent le plus grand mal à bouger et elles n'ont parfois plus toutes leurs facultés mentales. Mon médecin me dit à chaque fois « Vous pouvez vous estimer heureuse d'avoir toute votre tête ». C'est vrai, Madame Burkhardt. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il est extrêmement important de bien se préparer à sa future vieillesse. Il convient de faire le nécessaire, d'organiser sa vie, de modifier certaines habitudes dès le milieu de la vie, si l'on veut vivre une vieillesse à la hauteur de ses attentes. Le cas de Madame Burkhardt nous montre que les personnes très âgées peuvent trouver une satisfaction dans la vie, en dépit de l'affaiblissement qui les guette tôt ou tard. Les personnes âgées ne sont pas les seules à être satisfaites dans leur vie. La majorité des adultes en milieu de vie partagent le même sentiment. C'est du moins la conclusion à laquelle arrivent la plupart des chercheurs. Il y a bien sûr les hommes comme Max, durement touchés par la crise de la quarantaine. Des hommes qui, au milieu du parcours, veulent se réinventer. Des hommes qui veulent que ça pétille une nouvelle fois. Ces hommes existent, mais ils sont loin d'être la majorité. La réalité, c'est que la plupart des hommes ne traversent pas de crise existentielle au milieu de leur vie. Ils se sentent plutôt bien dans leur vie et dans leur peau. Ils n'ont pas l'impression d'être particulièrement bridés. C'est sûr, on est toujours un peu limité à partir du moment où l'on fait des choix dans sa vie. Mais la perception de leur réalisation, le fait d'avoir atteint certains objectifs professionnels, d'avoir fondé une famille pour ceux qui en désiraient une, d'avoir passé le plus dur avec les enfants, contribue à améliorer leur bien-être. Au final, la plupart des adultes se sentent bien au milieu de leur vie. Mais alors, d'où nous viennent toutes ces histoires de crise de la quarantaine? En 1965, à Londres, un psychanalyste canadien qui reçoit principalement des artistes observe de nombreuses crises chez ces hommes d'âge moyen plutôt extravertis et en conclut rapidement que tous les hommes de cette tranche d'âge traversent systématiquement une crise existentielle. Un nouveau concept est né. Mais c'est depuis les États-Unis que l'idée prendra son essor. Dans les années 70, celle-ci est remise au goût du jour, notamment par le biais d'une journaliste. Dès lors, l'ensemble des médias découvrent le phénomène de la midlife crisis. Le succès est retentissant. Dans les livres, à la télévision, dans la presse, partout on parle de la crise de milieu de vie. Certains économistes prennent alors le train en marche et avancent la thèse de la courbe en U. Leur credo, la satisfaction des êtres humains suivrait invariablement une courbe en U. Les premières années de la vie d'un adulte seraient ainsi marquées par un premier pic, puis c'est la dégringolade avec une période d'insatisfaction. Après quoi, la courbe s'inverserait de manière positive. L'avancée dans l'âge donnerait lieu à un second pic de bien-être. D'après cette thèse, nous connaîtrions tous ces hauts et ces bas, d'où que nous venions. On aurait même découvert récemment que les singes suivraient le même schéma. Encore faut-il rappeler que ces études reposent sur des données très limitées. Mais pour les médias, plus de doute, la crise de la quarantaine est un phénomène mondial. Ce que conteste néanmoins la majorité des chercheurs. D'un point de vue scientifique, la crise de la quarantaine ne peut pas être considérée comme un phénomène global.
Certaines personnes, au milieu de leur vie, font face à des situations de conflit et de tension qui peuvent être liées aux conditions de travail, à une situation familiale ou à la combinaison de ces deux facteurs. Il existe aussi des situations de conflit et de tension chez des personnes qui ne se trouvent plus très attirantes. Mais l'idée d'une crise de la quarantaine globale, qui serait avant tout déterminée par des facteurs biologiques, est à mon sens erronée. La crise de la quarantaine est certainement un mythe, dans le sens où l'on ne dispose d'aucune donnée qui confirmerait le fait que nous y serions tous confrontés, les hommes comme les femmes. Mais d'un autre côté, nous pouvons effectivement traverser des périodes de crise au milieu de la vie, des crises importantes, qu'on ne peut pas évacuer aussi facilement. On peut donc parler de crise, mais ce phénomène touche uniquement certaines personnes, et certainement pas de façon identique. Il n'y a pas plus de crise autour de 45-50 ans que pendant les autres périodes de la vie. Les hommes comme Max traversent simplement une crise qui pourrait frapper n'importe qui à n'importe quel autre moment de la vie. S'il ne faut évidemment pas sous-estimer ce genre de phénomène, le considérer comme une crise de la quarantaine ne permet pas d'en saisir les véritables causes. Max se rappelle du passé que la mémoire tend parfois à embellir. Bonjour mon chéri. Comme c'était beau ce voyage en Chine avec sa femme. Et maintenant, c'est terminé, c'est du passé. Et tout ça à cause de cette satanée crise. La notion de crise de la quarantaine a bon dos. Elle permet de ne pas aborder frontalement les problèmes, les difficultés au sein du couple par exemple. Il n'est pas rare de voir des couples qui disent « Nous avons l'impression que notre relation n'évolue plus ». Pour eux, cette stagnation vient probablement du fait qu'ils vivent ensemble depuis 20 ans. Arriver à une impasse semble donc normal. Cela n'a rien d'étonnant. Alors, le plus simple dans ce cas est d'évoquer la crise de milieu de vie. On pense que des facteurs biologiques entrent en jeu, que le mental ne suit plus, sans se demander si tout cela a un rapport avec la manière dont on vit, dont on appréhende son existence et son couple. Chez Max, le couple a pris de l'âge, tout comme lui. Son rapport avec sa femme ressemble à bien d'autres relations après 20 ans de vie commune. Alors, Je lis. demain je peux me lever un peu plus tard. Mais je t'ai dit que je lisais. S'il te plaît. Ah, bonne nuit. Bonne nuit. Ce qui est significatif, c'est qu'au milieu de sa vie, on appréhende la sexualité, tout comme la tendresse ou l'érotisme, comme autant de thèmes de vie sur lesquels il convient de se pencher, en particulier au sein du couple. On se pose certaines questions. Comment nos besoins respectifs ont-ils évolué? Comment accorder nos violons à ce niveau? Tout cela est à mon sens très important. En agissant ainsi, les problématiques de la sexualité, de la tendresse, de l'érotisme restent vivantes. Toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons le confirment. Le maintien de l'intérêt pour ces sujets au sein du couple
a un impact déterminant sur la qualité de vie à l'âge moyen et même au-delà. À l'inverse, éviter ces sujets, ne plus les formuler explicitement, c'est prendre le risque d'amoindrir sa qualité de vie et son bien-être. D'autres facteurs, extérieurs cette fois-ci, peuvent provoquer ce qui passera pour une crise de milieu de vie, comme l'insatisfaction au travail ou des problèmes financiers. La peur de finir ses jours dans la misère, en quelque sorte. Dans ces cas, aucune psychothérapie ne sera d'un grand secours. En revanche, celui qui aborde son avenir financier avec sérénité peut se permettre une crise de la quarantaine avec voiture de sport et tout ce qui s'ensuit. Sauf que ce sont rarement les personnes à l'abri du besoin qui traversent cette crise, mais bien plus souvent celles dans la précarité. Lorsque vous parlez à des adultes qui ont entre 40 et 45 ans, qui touchent un salaire modeste ou qui ont carrément perdu leur emploi, vous prenez rapidement la mesure de leur désarroi face à l'avenir. Vous sentez bien qu'ils redoutent de ne plus pouvoir assumer leur sécurité et leur autonomie financière. Il s'agit là d'un point très important. Ces personnes entrevoient leur avenir à l'aune de leur situation et se disent « La précarité financière ne fait pas que perdurer avec l'âge, elle s'accentue ». C'est un point très important. Nos existences sont donc parsemées de crises, dont certaines font leur apparition au milieu de la vie. Mais l'heure est venue de tordre le cou à ce mythe. Car, dans leur immense majorité, les scientifiques sont unanimes. La crise de milieu de vie n'existe pas. Nous devons ajuster nos objectifs aux réalités de la vie, car celles-ci réservent toujours des surprises, au milieu de notre existence, comme à n'importe quel âge. Brandir le spectre d'une crise de la quarantaine n'est qu'une excuse pour ne pas se confronter aux véritables problèmes. Finalement, la plupart des personnes finissent par surmonter leur crise. Elles apprennent à composer avec les transformations liées au vieillissement et apprécient leur existence, même à un âge avancé. Autant de belles perspectives. Même pour Michael et tous ceux qui ont recours à des rituels chamaniques, à condition de commencer par en parler ouvertement. Ici, les hommes peuvent être ce qu'ils sont vraiment, se montrer sous leur vrai jour. Ils n'ont pas besoin de porter de masque. Personne ne viendra leur dire c'est bien ou ce n'est pas bien. Ici, c'est simple, tu es le bienvenu tel que tu es. C'est quelque chose de très fort, ça favorise la paix intérieure. Et ce qui est essentiel, ça permet d'admettre que l'on est en crise. De se dire, oui, je traverse une crise actuellement. Bref, de ne pas refouler cet état de fait. Les hommes se préparent à entamer une danse du feu, un rituel archaïque. De tout temps et en tout lieu, les hommes ont accompagné les périodes charnières de leur vie de rituels. Certains en dansant autour du feu, d'autres en entreprenant un grand voyage. Autant de moyens qui peuvent aider à surmonter des crises bien réelles. Aujourd'hui, lorsque quelque chose ne va pas, lorsque j'ai un problème, je suis capable d'aborder la situation sous plusieurs angles. Et j'essaie d'extérioriser mes émotions. Et tout ça grâce aux techniques que j'ai apprises d'homme à homme notamment. Lorsque je suis face à mes émotions, je cherche à en identifier l'origine. J'essaie de comprendre pourquoi ça me rend furieux. À présent, j'ai une autre manière de gérer ce genre de situation. Et plus rien ne peut m'enlever la joie de vivre. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait perturber mon bonheur au quotidien. Michael a trouvé le moyen de surmonter sa crise. Une crise dont souffrent certains hommes au milieu de leur vie. Mais pas tous, car la plupart échappent à ce phénomène. Il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur.